Dans les années 80, c'est là où le sport automobile atteint son apogée. Avec le groupe B et la Formule 1 comme figure de proue, l'engouement du public explose, les écuries redoublent d'innovation, les records tombent et l'argent commence à pleuvoir sur les circuits. Et pendant que les grandes écuries sont concentrées sur la recherche et le développement, un homme inattendu va sortir de nulle part. Un ovni, un outsider qui va bousculer l'ordre établi. En quelques années seulement, il se hisse parmi les meilleurs, dominant le monde de l'endurance grâce à un style agressif et une détermination sans faille. Cet homme, c'est John Paul Sr. Un homme qui évoque une ascension fulgurante mais aussi une chute vertigineuse, laissant dans son sillage un mélange de fascination et d'effroi. Un pilote légendaire devenu l'un des hommes les plus recherchés au monde, son parcours est marqué par des exploits inégalés et des actes d'une noirceur insondable. Comment un homme capable de toucher les sommets a-t-il pu plonger si profondément dans l'horreur? Bienvenue dans l'histoire de John Paul Sr. Et avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner pour faire changer cette statistique et aussi de mettre un petit like à la fin si vous avez kiffé. Merci encore pour votre soutien, j'arrête de vous embêter, on est reparti pour la vidéo. Pour le début de cette histoire, on se retrouve en 1939, le 14 mars, plus précisément à Amsterdam. Et c'est là que Hans Johan Paul voit le jour. Mais malheureusement pour lui, quelques mois plus tard, ça va être le début de la guerre. Une guerre dont il n'aura aucun souvenir, mais qui va marquer le reste de sa vie. En grandissant, Hans se distingue par son talent pour les chiffres et son sérieux à l'école. Alors que l'Europe peine à se remettre de la guerre, les États-Unis prospèrent de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est là que Hans, devenu John Paul, va émigrer avec sa famille. Là-bas, tout semble possible. Il poursuit ses études, se fait remarquer pour ses capacités exceptionnelles en finance et décroche finalement une place à Harvard. Et pour vivre le American Dream à 100%, il va se lancer dans ce qu'il voulait faire depuis le début, la gestion de finances. Et c'est comme ça que très rapidement, il va réussir à faire son premier $1 million. C'est aussi à cette époque qu'il va rencontrer sa future femme Joyce et qu'ils vont se marier et en plus de ça, avoir un enfant, qu'ils vont aussi appeler John Paul. Et donc tout se passait parfaitement dans sa famille. Il vivait le rêve américain avec une famille unie et soudée. Mais John Paul, il avait pas exactement le même avis que nous sur sa famille. Parce que John Paul, au bout d'un moment, il commençait à vraiment s'ennuyer. Parce que tout était devenu trop simple dans sa vie. Il avait réussi, il avait de l'argent, une femme, un enfant. Mais au fond de lui, il lui fallait de l'adrénaline. Et c'est comme ça qu'il va se tourner vers quelque chose qui l'avait choqué quand il était arrivé aux États-Unis, les courses de voitures. Et c'est comme ça qu'il va commencer sa carrière de pilote en 1968. Et ce qui est bien pour le début de cette histoire, c'est que lui, il était déjà riche, donc il n'avait pas besoin d'investissement, il avait juste besoin d'acheter une voiture. Et c'est comme ça qu'il va acheter une Shelby Cobra 427, une voiture qui développait 427 chevaux pour à peine 975 kg, avec un V8 de 7 litres de cylindrée, qui en faisait clairement l'une des voitures les plus performantes de sa catégorie. Et c'est comme ça qu'il va faire ses débuts dans le cadre du Sport Car Club of America, une organisation réputée aux États-Unis pour promouvoir les courses amateurs et semi-professionnelles. Et il commencera sa carrière en Floride, là où les circuits sont les plus exigeants d'Amérique. Sa première grande compétition officielle se déroule au circuit de Sebring International Raceway, un circuit légendaire situé en Floride, connu pour ses 12 heures de Sebring, une course d'endurance redoutée même par les meilleurs pilotes. Et cette course, elle va clairement avoir un impact énorme sur sa carrière. Parce que non, il va pas s'illustrer en étant premier, mais à la fin de cette course, il était sûr d'une chose, il voulait continuer à faire de la course d'endurance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à travailler chaque aspect de son pilotage. Parce que lui, contrairement aux pilotes amateurs, il rêvait grand. Lui, ce dont il rêvait, c'était de se battre sur les circuits internationaux contre des équipes et des pilotes professionnels. Mais bon, pour l'instant, on en est très loin. Donc revenons en Floride. Parce que clairement, son entraînement va payer. Car en 1968, ce sera lui le champion de cette saison. Et comme il aime pas faire les choses qu'à moitié, il viendra aussi s'illustrer comme le meilleur pilote en 1969. Mais pendant que le début de sa carrière automobile était vraiment prometteuse, à la maison, c'était tout un autre schéma. Parce que les tensions entre lui et sa femme ne faisaient que augmenter. Et avec l'arrivée de leur fils, ça a créé littéralement une situation ingérable. Tellement que c'est l'une des principales raisons de pourquoi il n'a pas gagné en 1971 et en 1972. Et cette année-là, la situation va se finir sur une demande de divorce de sa femme. Et cette demande va aussi signer l'arrêt de ses courses automobiles. Enfin, que pendant un certain temps. Parce qu'il va se reconcentrer sur lui-même et il va commencer à vivre sur son bateau qu'il s'était acheté quelques années avant. Mais bon, après 3 ans à faire le pirate, il commençait vraiment à en avoir marre. Sa passion pour l'automobile le démangeait encore et il avait besoin d'être derrière un volant. Mais vous le connaissez déjà, c'est un gros tryharder, donc je peux vous dire qu'il va pas revenir pour refaire des petites compétitions amateurs. Déjà, il va créer son équipe, JLP Racing Team. Il va y recruter son fils et quitter son travail. En plus de ça, il va jeter la Cobra à la poubelle et pendant 2 ans, il va essayer des voitures différentes. Et pendant ces 2 ans, il va s'engager dans l'organisation International Motorsport Association. Il s'inscrira dans la catégorie Grand Touring et il continuera les courses de plus de 12 heures. Avec évidemment les 12 heures de Sebring qui est quand même la
la course qui a lancé sa carrière dans l'endurance, et aussi avec sa première course de 24 heures à Daytona. Mais bon, les résultats vont pas être ouf, il a quand même fait 3 ans de pause sans toucher à une voiture. Et avec des résultats clairement pas prometteurs à la fin de l'année 76, il va acheter une nouvelle voiture, une 934 RSR. Et cette voiture, elle va changer toute sa perspective de course, parce qu'il va passer d'un pilote qui galère à finir la course à un pilote qui se bat pour être dans les premiers. Et ça va se ressentir sur le classement. Il va finir 20e à Daytona et 10e de sa catégorie à Sebring. Et clairement, cette saison, elle va changer toute sa carrière automobile. Parce que l'année d'après, il y a une équipe qui va l'appeler pour quelque chose de très important. Pour le plus grand rêve de sa carrière automobile, participer aux 24 heures du Mans. Niveau voiture, il va rester chez Porsche, mais là, on augmente d'une catégorie parce qu'on n'est plus sur la 911, mais sur la 935. Et avec cette magnifique 935, il va réussir à se hisser à la première place de sa catégorie. Et clairement, pour John Paul, c'est incroyable. Il ne pensait jamais déjà participer au Mans. Mais alors le gagner à sa première participation, c'est clairement un rêve. Et après cette course du Mans, John Paul, c'est plus le même. Parce que maintenant, c'est son âge d'or dans l'automobile. Parce que déjà, il va acheter la Porsche 935 avec laquelle il a gagné le Mans. Et en plus de ça, il va dépenser des centaines de milliers d'euros pour la préparer pour les circuits américains. Et si vous aussi vous voulez préparer ou réparer votre voiture à moindre coût, le sponsor de la vidéo est fait pour vous. Ovoco, c'est la solution pour tous ceux qui, comme vous et moi, s'intéressent aux véhicules et cherchent des pièces détachées fiables, abordables et livrées rapidement. Ils travaillent avec plus de 5000 vendeurs européens et ont des millions de pièces en stock. Donc autant vous dire que peu importe la pièce qu'il vous faut, vous la trouverez sans galérer. Que ce soit pour un projet d'entretien ou une préparation, tout se fait en quelques clics et la pièce arrive directement chez vous. Ce qui est parfait avec Ovoco, c'est qu'il simplifie tout. Plus besoin de passer des heures à fouiller dans les casses auto ou à comparer des annonces douteuses. Et en plus de ça, pour enlever le stress d'achat en ligne, si vous avez n'importe quel problème sur la pièce, vous pouvez la renvoyer sous 14 jours. Mais ce n'est pas tout. En choisissant Ovoco, vous faites aussi un geste pour la planète. Leurs pièces sont récupérées sur des véhicules hors d'usage, prêts à vivre une seconde vie. Résultat, moins de déchets, moins de pollution et une vraie solution durable pour l'automobile. Alors si comme moi vous aimez rouler malin tout en faisant attention à votre budget et à l'environnement, foncez découvrir Ovoco avec le lien dans la description, ovoco.fr/creator/b7n. Allez leur montrer un peu de soutien en cliquant sur le lien dans la description, c'est super important pour moi et pour eux. Et merci encore à Ovoco de sponsoriser la chaîne. Allez, on repart sur l'histoire. Et du coup, grâce à la voiture qu'il a préparée, il va gagner les 12 heures de Sebring, il va être choisi pour être le pilote d'endurance de l'année, et à partir de 1979, il va continuer à montrer sa domination sur le circuit. Déjà en partie par son pilotage et son style de conduite agressive, mais aussi par la voiture qu'ils avaient préparée avec leur équipe. Et toute cette équipe va tellement bien marcher qu'ils vont être premiers sur la majorité des courses de la saison. Mais après cette victoire haut la main, fin 1979, ça commençait à grincer des dents dans le paddock. Parce que John Paul, en plus d'exploser des teams privés, là, il commence à exploser tous les constructeurs. C'est-à-dire que Porsche, avec leur propre voiture qu'ils ont construite, donc la 935, ils n'arrivent pas à battre la 935 de John Paul. Et cette année va tellement bien se passer pour eux que John Paul sera couronné pilote d'endurance de l'année. Parce que cette année, en 1980, c'est John Paul qui va marquer le plus de points sur toutes les épreuves organisées par la FIA. En gros, en 1980, John Paul Senior, c'est le meilleur pilote d'endurance au monde. Et en 1980, le rêve continue. Parce que, en plus de continuer l'endurance et de le continuer cette fois avec son fils qui va rejoindre l'équipe en tant que pilote, et surtout avec une histoire incroyable, parce qu'il va se remarier avec sa nouvelle femme sur le circuit de Lime Rock, où il gagnera l'après-midi même avec son fils. Et par la même occasion, il va faire rentrer son fils dans la liste très sélecte des pilotes qui ont gagné leur première course d'endurance. Et là, c'est la meilleure démonstration pour vous montrer à quel point à cette époque c'était le roi de l'endurance automobile. Il continuera sa domination en 1981 et en 1982. Mais malheureusement, en 1982, quelque chose va tout changer. Car comme je vous l'ai dit, déjà depuis longtemps, ça grinçait les dents dans la pit lane. Parce que personne ne comprenait comment ce pecno pouvait battre des équipes professionnelles avec moins d'argent qu'eux. Et bah la vérité, c'est pas qu'il mettait moins d'argent qu'eux. C'est juste que plus longtemps sa source d'argent restait secrète, mieux c'était pour lui. Parce qu'il y a une partie de l'histoire que j'ai volontairement omis. Et pour en parler, on va retourner en 1979 dans une voiture de police. Et on est avec un policier tout à fait banal qui fait sa ronde comme tous les soirs. Mais cette fois, il y a quelque chose qui va attirer son attention. Sur le bord de la rive, il y avait un pick-up arrêté avec des gens qui s'activaient autour. Il va aller mener sa petite enquête et il va tomber sur Christopher Gill et John Paul Jr. Et en vrai, ils avaient rien à se reprocher. Le seul détail que l'agent va faire, c'est que John Paul sent énormément la weed. Et clairement, là, on n'est pas en 2016. La weed n'est absolument pas légale aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 1980, c'était l'une des drogues les plus rentables à importer. Donc clairement, le policier il va prendre l'enquête à cœur et ils vont remonter jusqu'à son père, John Paul Sr., qui à l'époque vit encore sur son bateau. Et c'est alors qu'ils vont décider de fouiller son bateau. Déjà, ils vont trouver des résidus de marijuana et $10 000. Mais ce qui va vraiment mettre le dernier clou sur le cercueil, c'est que pas très loin du bateau, ils vont trouver un camion qui a été loué avec à l'intérieur 710 kilos de weed. Et je pourrais vous dire que c'est la fin de leur vie, mais absolument pas. Parce que leur seule punition seront 3 ans sous contrôle judiciaire et $32 500 d'amende.
Mais attendez, parce qu'il y a plus. Sachez qu'à l'époque, dans les paddocks, la 935 de John Paul, elle avait un surnom très atypique. C'était la Porsche alimentée à l'argent sale. Et ce détail montre que beaucoup de gens étaient au courant de l'affaire de John Paul, parce qu'il n'était pas forcément extrêmement discret sur ça. Mais moi, ce qui me gêne encore plus dans cette histoire, c'est quand il y a quelqu'un qui vous défonce tous les week-ends avec une voiture super rapide et que vous avez la meilleure façon de le faire tomber à tout jamais. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Eh bien, pour la petite explication, c'est parce que c'était clairement pas le seul à faire ça à cette époque. Et il y a plusieurs grands pilotes qui vont faire les grands titres pour soit leur implication dans le trafic de drogue, soit leur implication avec les cartels pour sponsoriser leur écurie. Et à la base, ma vidéo, je voulais traiter de ça, les investissements frauduleux dans les sports auto, parce qu'il y a encore des exemples en 2024. Mais en regardant un peu plus l'histoire de John Paul, j'ai réalisé qu'elle méritait vraiment d'être racontée, pas forcément dans le bon sens du terme. Mais bon, revenons à l'histoire de John Paul, parce que clairement c'était la pire chose qu'il avait fait dans sa vie, c'était vendre de la drogue. Je vous aurais jamais parlé de cette histoire. Déjà, retour en 1980 sur le circuit de Lime Rock pour son second mariage. Parce que ce mariage, sous les projecteurs, ça va être un mariage parfait. Se marier sur un circuit et en plus gagner après, c'est, comme je vous l'ai dit, une histoire exceptionnelle. Mais bon, ce mariage va vraiment pas durer longtemps parce que à peine en 1981, Chalice, elle va découvrir que John Paul le trompe avec une femme en France pendant les 24 heures du Mans. Donc pendant que John Paul gagnait les 24 heures du Mans, il était aussi en train de tromper sa nouvelle femme. Et avec ça, on voit clairement que John Paul n'en a rien à foutre de ses proches. Déjà, il a abandonné sa famille originale avec son fils pour juste continuer à vendre de la drogue et faire de la course automobile. Et maintenant qu'il a réussi à construire une famille avec une nouvelle femme, il la trompe à peine 1 an après leur mariage. Et aussi, une petite anecdote sur cette histoire, la femme avec qui John Paul a couché était aussi impliquée dans le trafic de cocaïne. Comme quoi, à chaque fois qu'il détruit une relation avec un membre de sa famille, la drogue n'est jamais loin. Et la chose folle dans cette histoire, c'est que Chalice va quand même continuer d'essayer d'entretenir le mariage. Mais le deux gros problèmes avec John Paul, c'est que les infidélités, il ne va pas arrêter. Et son comportement exécrable, il ne va plus l'avoir uniquement sur le circuit, mais aussi à la maison. Et au bout d'un moment, ça va être trop pour Chalice. Elle va décider d'aller à Atlanta et de changer de vie. Mais étrangement, à ce moment-là, John Paul va avoir une prise de conscience, va lui envoyer des messages et lui dire de revenir en Floride pour régler les choses une bonne fois pour toutes. Chalice va se laisser tenter. Et le 15 août 1980, elle va embarquer dans l'avion d'Atlanta pour aller en Floride. Mais ce qu'elle ne savait pas à ce moment, c'est que ce voyage allait changer son destin. Maintenant, avançons un peu dans le futur. Plusieurs mois après ce voyage, la famille de Chalice commence à s'inquiéter, car elle ne reçoit plus de nouvelles. Bien qu'ils étaient dans une famille nombreuse et qu'elle était plutôt distante, ils n'étaient pas habitués à avoir plusieurs mois avec aucun coup de fil, aucune lettre. Donc sa famille va vraiment commencer à s'inquiéter. Et le dénouement de cette histoire va arriver quelques mois plus tard, car la mère de Chalice va malheureusement décéder et John Paul va envoyer des fleurs avec la signature de Chalice dessus. Mais le problème, c'est que sa famille est pas dupe et que la signature n'est absolument pas la bonne. Et à ce moment-là, on se dit qu'il va y avoir enfin un peu de justice. La famille de Chalice n'a plus aucun doute et va le dénoncer à la police. Mais malheureusement, même avec ces preuves, l'enquête n'avance pas. La police n'a pas l'air très déterminée à les aider, sachant que c'est une famille pauvre. Et en plus de ça, à cette époque, John Paul, c'est clairement un baron de la drogue. Il est extrêmement dangereux. Donc même lui pourrait avoir des attaches avec la police et ralentir l'enquête. Et c'est comme ça que John Paul s'en sort sans aucun problème. Mais vous inquiétez pas, il va pas rester très loin de la prison longtemps. Parce que là, on est en 1982, pendant sa dernière année de course automobile. Et c'est vrai qu'en 1982, il va arrêter la course automobile à cause de l'argent. Et maintenant qu'on sait qu'il gagne tout son argent avec le trafic de drogue, la vérité, c'est qu'il est tous resserré autour de son trafic. Et le fait d'arrêter la course va clairement pas aider son état mental. Déjà qu'il était connu pour être violent, maintenant il va devenir parano. Et début 1983, il va entendre une rumeur selon laquelle l'un de ses anciens associés va témoigner au tribunal contre lui. Et il lui en fallait pas plus pour dérailler, il n'y avait aucune chance qu'il aille en prison. Et c'est comme ça qu'il va commencer à échafauder un plan pour se débarrasser de Steve Carson. Il va le retrouver sur un petit dock isolé juste après sa journée de pêche. Arme à la main, John Paul va lui ordonner de monter dans le coffre de sa voiture. Mais Steve Carson, c'est un gangster. Il savait que s'il montait dans ce coffre, il ne reverrait jamais la lumière du jour. Dans un dernier élan, pour essayer de survivre, il va se mettre à courir. Mais il aura à peine le temps de faire 3 mètres que John Paul va ouvrir le feu. Il se prendra 3 balles dans le bas du dos et 2 balles dans les hanches. Mais l'adrénaline qui coulait dans ses veines l'empêchera de s'arrêter. Et il continuera de courir et s'enfuira, une bonne fois pour toutes. Et clairement, il va pas s'en sortir indemne, car il aura les reins perforés, un poumon touché et plusieurs organes détruits. Mais clairement, à l'hôpital, ils vont tout faire pour le garder en vie, parce qu'il est passé d'un simple collaborateur au témoin idéal pour faire tomber John Paul. Et pendant ce temps-là, John Paul, il veut clairement pas se faire arrêter. Donc il va vite faire des faux passeports pour lui et son fils, et ils vont décoller vers la Suisse. Et vu la chance qu'il a eu depuis le début de cette histoire, on peut penser que ce plan, il va marcher aussi. Mais non, parce qu'en 1984, quand même 1 an plus tard, il va se faire arrêter par les autorités suisses. Et là, il n'y aura pas d'échappatoire, il va passer par la case tribunal et les accusations sont très lourdes. Il est déjà accusé de trafic de drogue international et en plus, il est accusé de tentative de meurtre. Mais le problème de John Paul, c'est que l'attention des médias s'est tournée vers cette affaire. Parce que c'était clairement pas le seul à vendre de la drogue dans le monde du sport auto, et l'État voulait en faire un exemple. Il va se prendre une peine sévère de 25 ans de prison en 1986.
Mais je pense que la plus grosse punition de ce procès pour John Paul, c'est que le monde auto lui ferme ses portes. Il n'aura plus aucun accès et plus personne ne voudra travailler avec lui. Et à partir de cette époque, il ne remettra plus jamais les pieds sur un circuit. Mais vous inquiétez pas, l'histoire n'est pas finie parce que John Paul, il nous réserve encore quelques dingueries. Déjà, il va faire que 13 ans de sa peine, parce qu'il va bénéficier d'une libération conditionnelle en 1999. Et seulement un an après sa libération, il va rencontrer une nouvelle femme qui s'appelle Colleen Wood. Et elle avait un train de vie tout à fait banal. Mais elle va tomber follement amoureuse de John Paul et elle va tout vendre pour partir dans un projet avec lui, faire le tour du monde. Et pour préparer ce tour du monde, au début de l'année 2000, elle va déménager sur le bateau de John Paul, The Diamond Girl. Et comme l'histoire me se répétait, le 13 décembre, une amie de Colleen va l'appeler pour l'inviter à une soirée. Elle dira qu'au téléphone, Colleen avait l'air heureuse et légère. Mais malheureusement, cet appel, ce sera la dernière trace qu'on aura de Colleen en vie. Seulement 4 mois plus tard, le 20 avril 2001, la famille de Colleen déclara aux autorités qu'elle a disparu. Évidemment, les autorités vont directement interroger John Paul. Mais la seule information qu'ils auront, c'est que mi-décembre, ils se sont embrouillés pour un problème de budget. Et que Colleen a quitté le bateau et que le lendemain, 2 hommes sont venus prendre toutes ses affaires. La police pas trop avancée avec ces informations vont continuer les recherches. Et ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'entre décembre et février 2001, 38 000 € ont été pris du compte de Colleen. Et cet argent, il a été retiré à des distributeurs automatiques. Du coup, il suffit juste de regarder les vidéos de surveillance pour savoir qui a pris l'argent. Et bah les enquêteurs, ils vont tomber sur 2 filles méconnues des services de police. Ils vont réussir à les interroger et ils vont identifier l'homme qui les a aidés à retirer cet argent, comme John Paul. Il leur aurait donné la carte bleue et en plus le code. Et du coup, pour la police, c'est une preuve accablante. Ils vont se dépêcher d'essayer de retrouver John Paul, mais il y a un problème. En 2001, John Paul va disparaître. Et cette fois, ça va pas se passer comme la Suisse. Parce que cette fois, il a vraiment réussi à s'enfuir. Et c'est que en 2004, après qu'un épisode de Unsolved Mystery qui racontait son histoire soit sorti, qu'on pourra le localiser sur les îles Fidji. Malheureusement, l'Amérique n'a pas le droit d'extradition sur les îles Fidji, donc ils ne pourront rien faire. Et c'est comme ça que John Paul va encore échapper aux mailles du filet. Les dernières nouvelles de lui qu'on aura seront en 2011, lorsqu'il vendra son bateau. Après ça, c'est le silence radar. En vrai, le sujet de cette vidéo, c'était un peu plus lourd que d'habitude. Mais pour la mémoire de Chalice Paul et Colleen Woods, 2 femmes qui sont sûrement mortes par les mains d'un homme qui ne fera pas une seconde en prison pour ça, elles méritaient cette vidéo. Et en vrai, on sait jamais, si vous êtes passionné de cold case ou si vous avez des informations, sachez que derrière cette enquête, il y a des familles qui attendent depuis plus de 30 ans. Merci de m'avoir regardé, c'était B7N et on se retrouve pour la prochaine vidéo.